Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a quitté la capitale aujourd'hui à destination de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Et atelier de renforcement du système national d'air marine protégé organisé par le ministère de l'Environnement. Et un puissant séisme a frappé l'île Sulawesi en Indonésie. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République est arrivé donc en début de soirée aujourd'hui à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, donc où il procédera au transfert du prix Global Islamic Finance Award, GIFA, qui lui a été décerné l'année dernière à la même période au mois de septembre. Pour nous en dire plus, donc sur place à Sarajevo, notre correspondante Hidaya Mohamed au téléphone donc et en duplex et en direct avec nous. Bonsoir Hidaya. Bonsoir Ahmed. Alors, nous savons que le président de la République est arrivé donc en début de soirée donc à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Vous accompagnez donc la délégation des correspondants sur place donc à Sarajevo. Qu'est-ce qui est prévu donc dans l'agenda du chef de l'État, hormis donc cette cérémonie où il va décerner donc le prix qui lui avait été attribué l'année dernière à son homologue bosniaque? Effectivement, Ahmed, c'est aujourd'hui, en fin de l'après-midi, que le président de la République, son Excellence Ismail Margele, est arrivé à Sarajevo, la capitale de la République fédérale de la Bosnie-Herzégovine. Il a été accueilli à sa descente d'avion par des officiels bosniaques ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, M. Adem Hussein Abdillahi. Et le chef de l'État procédera, comme vous avez mentionné, demain, samedi 29 septembre, à la remise du prix GIFA, Global Islamic Finance Award, à son homologue bosniaque, Bekir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine. Et durant la tenue de la cérémonie de remise des prix, le président Guelleh prononcera un discours devant les hautes personnalités réunies à Sarajevo pour célébrer la finance islamique. Et également, dans l'agenda du séjour du président Guelleh à Sarajevo, figure l'entretien en tête-à-tête entre les deux leaders qui aura lieu au palais présidentiel de cette ville martyre. Chaque année, quand ce prix est attribué aux institutions, aux gouvernements et personnalités qui œuvrent pour le développement et les bonnes pratiques concernant la finance islamique dans notre pays. Et rappelons que l'année dernière, en septembre 2017, le prix mondial du leadership en finance islamique a été décerné au président de la République, Ismail Margele, pour le progrès remarquable accompli par Djibouti dans les domaines de la banque et de la finance islamique sous son patronage. Et c'est grâce aux efforts inlassables du président Guelleh que Djibouti sert maintenant des passerelles pour le système bancaire islamique dans la région de l'Afrique de l'Est. Merci Hidaya pour toutes ces précisions. Je rappelle que c'était notre correspondante Hidaya Mohamed en direct et par téléphone avec nous depuis Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Le président de la République donc est arrivé à Sarajevo aujourd'hui en début de soirée où il procédera également donc demain au transfert du prix Global Islamic Finance Award GIFA qui lui a été décerné l'année dernière à la même période au mois de septembre à son homologue bosniaque. Et donc la capitale bosniaque donc abritera un événement prestigieux qui mettra en lumière la croissance de la finance islamique dans les Balkans. La prestigieuse 8e édition du prix global de la finance islamique de l'année 2018 se déroulera dans cette même ville martyre après la désastreuse guerre de Bosnie des années 90 qui faisait partie de l'éclatement de la Yougoslavie et a conduit à une sévère répression des musulmans dans la région. La capitale a fait surface pour devenir une métropole dynamique, pleine de vie
et héritage culturel. Le mélange unique des styles occidentaux et orientaux, le mode de vie et les gens agréables donnent à Sarajevo son caractère unique. La Bosnie-Herzégovine a commencé à se reconstruire en état donc majoritaire, l'un des rares en Europe, a aujourd'hui environ 51% de sa population de 3,5 millions d'habitants qui pratiquent la religion islamique. Cette année, le prix de Djifa 2018 récompensera Bakir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, en reconnaissance de ses nombreuses contributions et de son rôle dans la promotion de la finance islamique. Ismail Omar Guelleh, président de la République, procédera à la remise de ce trophée à son homologue bosniaque. Et c'est en 2017, donc, à Astana, au Kazakhstan, que le président Guelleh avait remporté le même prix pour ses efforts impressionnants dans la promotion de la finance islamique à Djibouti. Le chef de l'État est attendu donc demain à Sarajevo pour prendre part à cette cérémonie qui souligne le développement rapide de la finance islamique en Bosnie-Herzégovine au cours de ces 2 dernières décennies. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine avance vers un avenir qui est très prometteur. Le 3e salon international de l'industrie de défense ADEX 2018 a ouvert ses portes mardi dernier au centre d'exposition de Bakou. ADEX 2018 a réuni 224 entreprises représentant 29 pays du monde. Un certain nombre de pays participants ont élargi leur exposition nationale par rapport aux années précédentes. Les 4 premiers pays avec le nombre élève d'entreprises donc représentées au salon étaient la Turquie, 41 entreprises, la Russie, 25 entreprises, Israël, 14 entreprises et la Biélorussie avec 10 entreprises. Avec les visiteurs et les entreprises, la géographie de l'exposition couvre cette fois-ci 44 pays. La République de Djibouti a été représentée par une délégation conduite par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun. Le ministre a été accompagné donc par le colonel Mustafa Ali Handouli, conseiller de défense auprès du président de la République. Un atelier de lancement du projet intitulé « Atténuation des pressions sectorielles sur la biodiversité et côtière et renforcement du système national d'air marine protégé » a ouvert ses portes hier au Palais du Peuple. Et cet atelier, co-organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, le PNUD, a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah, du directeur de l'Environnement, Hussein Didache, et des représentants de plusieurs départements ministériels ainsi que de la société civile. Le représentant adjoint du PNUD, Idriss Beksi, a de rappeler que le monde se trouve face à un grand danger et que la 6e extinction de l'espèce et que la République de Djibouti dispose d'aires marines protégées dont il faut consolider les actions entreprises. Cette 6e extinction après les dinosaures, la question qui est posée, c'est quelle sera la 7e ou la 8e et comment on sera impacté. Donc vous mesurez l'importance et les enjeux de la conservation de la biodiversité à Djibouti, mais aussi ailleurs. Donc, la deuxième question que nous allons nous poser, c'est quelle est la gouvernance et les efforts des institutions internationales et qu'est-ce qu'on a mis en place pour préserver. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, d'expliquer donc l'objectif du projet qui est de consolider les actions entreprises et améliorer la viabilité financière et l'efficacité du système de gestion des aires marines protégées. On l'écoute. Mesdames et messieurs, l'objectif du projet d'atténuation des pressions sectorielles sur la biodiversité marine et côtière et le renforcement du système national d'air marine protégé à Djibouti, c'est de consolider les actions déjà entreprises en matière de gestion des AMP en renforçant les capacités institutionnelles, en améliorant la viabilité financière et l'efficacité du système de gestion des aires marines, tout en intégrant la biodiversité marine dans les principaux secteurs maritimes. Le projet que nous lançons aujourd'hui comporte 4 composantes qui traitent des principaux obstacles identifiés pour une gestion efficace des AMP. Il s'agit de renforcement de l'efficacité du système de zone marine protégée de Djibouti grâce au renforcement des capacités de toutes les parties prenantes, y compris le dialogue pour intégrer la diversité biologique dans les secteurs maritimes. Deuxièmement, il s'agit de l'élargissement du réseau national d'air marine protégée et de renforcement de la gestion des AMP au niveau de chaque site. Troisièmement, mécanisme de financement durable pour la biodiversité marine et le système national d'air marine protégé. Et enfin, l'intégration de la dimension du genre, gestion des connaissances et suivi et évaluation.
Également dans l'actualité, au terme d'intenses travaux de 6 semaines, la formation portant sur le traçage d'un téléphone appelé aussi tracking mobile s'est clôturée jeudi dans les locaux de l'Académie de police Idriss Farah Abane de Nagad. La lutte contre la criminalité constitue de nos jours une priorité pour tout le gouvernement et utilise donc des moyens de plus en plus sophistiqués et surtout intraçables. C'est dans ce contexte que la Direction générale de la police nationale a sollicité le concours d'experts issus pour former des agents des OPJ sur cette problématique. La cérémonie de clôture a vu la participation du directeur de l'académie, le lieutenant-colonel Elmi Daher Miguel, et des experts venus de France. Grâce à cette technologie de tracking mobile, traçage d'un téléphone qui permet de géolocaliser, les agents de police gagnent du temps puisqu'ils reçoivent toutes les données directement sur leur appareil, comme l'endroit où mener l'intervention ou toute information nécessaire à leur mission. Des supports informatiques et aussi des téléphones. J'espère que c'est ce que nous avons fait et j'espère aussi que nous sommes allés un peu plus au-delà de cette seule recherche. J'espère qu'on est arrivé dans la chaîne de la procédure pénale à permettre de rédiger des rapports et finalement, que ce soit nous les experts ou vous les OPJ, vous devez rendre des rapports, c'est-à-dire des éléments de preuve qui soient pertinents, non contestables. Donc, j'espère que les moyens qu'on a mis en place ici au cours de ces 6 semaines permettront d'arriver, in fine, c'est l'objectif final, c'est que les enquêteurs de la police finissent par donner quelque chose à des magistrats, à d'autres enquêteurs, qui soient non pas des choses sur lesquelles on se pose encore des questions, mais qui répondent aux questions qu'on attend sur un problème particulier. Et pour sa part, le lieutenant-colonel, donc directeur de l'académie, Elmi Daher Miguel, a remercié donc les experts pour leur disponibilité, mais aussi pour la qualité des cours qui ont été dispensés. On l'écoute. Nous allons clôturer ici aujourd'hui une formation qui a duré 6 semaines, portant sur le forensic, computer et téléphone. Cette formation va renforcer les capacités de notre équipe technique de la police nationale en matière bien sûr, de recherche pour pouvoir, dans un premier temps, à aider aux OPJ dans les investigations. Cette équipe, normalement, facilite le travail des OPJ et ils travaillent quotidiennement avec tous les services ou tous les commissariats de police à Djibouti. Également dans l'actualité, une cérémonie de fin de stage de certificat militaire premier degré s'est tenue donc hier à la place d'honneur du centre d'instruction de la gendarmerie nationale situé au PK23. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Le stage CM1 a été réalisé au profit des gendarmes destinés donc à prendre la qualité de chef en vue de commander et entraîner techniquement, physiquement et moralement un groupe de combat. Au cours de ce stage, donc, les participants ont reçu un savoir-faire technique et tactique et ont également acquis une condition physique excellente, susceptible de remplir les missions qui leur seront assignées. Ce stage a débuté le 1er mai dernier pour 39 gendarmes issus de toutes les unités de la gendarmerie qui étaient repartis en 5 gendarmes féminins et 34 gendarmes masculins. La cérémonie se clôturait avec l'élévation du major de la promotion au grade supérieur. Gauche!
Marche. Attention pour s'arrêter. Calme. Et écoutons pour plus de précision l'intervention du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. La formation a été l'occasion pour les gendarmes bénéficiaires d'acquérir un savoir tactique et technique qui leur permettra de remplir le rôle de chef de groupe. Elle leur permettra bien sûr également d'aborder avec sérénité les défis liés à leurs fonctions dans leurs unités respectives. Le commandement, comme vous le savez, de la gendarmerie cherche toujours constamment à offrir des formations qui rendent nos militaires aptes à servir honorablement dans un environnement national, multinational. En tant que chef de groupe de combat, bien sûr, on vous a appris à commander et entraîner techniquement, physiquement, moralement un groupe de combat pour pouvoir, le cas échéant, exécuter une action de combat au sein d'une unité élémentaire. Au cours de votre formation, vous avez reçu un savoir-faire technique et tactique et acquis aussi une condition physique qui vous permettra de perfectionner et de remplir les missions qui vous seront assignées par vos chefs, bien sûr. En tant que chef de groupe, vous exercez dans votre groupement de gendarmerie mobile des responsabilités humaines, matérielles et techniques. Vous participerez à l'instruction et à l'entraînement des gendarmes qui seront placés sous votre responsabilité. Vous exécuterez les tâches liées à votre fonction et vous ferez réaliser celles du personnel placé sous votre commandement. Également dans l'actualité, le colonel Waïs Omar Bougourri, commandant des gardes-côtes djiboutiens, le lieutenant-colonel Ahmed Tahir Djama, commandant de la marine nationale, ont accueilli hier, donc communément, le contre-amiral Hassan Saïd Al-Sharani, nouveau commandant du CTF 150 en visite de travail à Djibouti. Le CTF 150 est une force internationale rassemblant plusieurs pays et qui a pour mission principale la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que la lutte contre les activités illégales en mer et la lutte contre la piraterie maritime. La rencontre a été l'occasion pour les différents responsables de discuter des points d'intérêt communs dans la sécurité maritime du golfe d'Aden et du Bab el-Mandeb, ainsi que des moyens pour renforcer la coopération et la collaboration qui existent déjà entre les deux entités. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé une campagne de bienfaisance et de distribution gracieuse de l'eau d'uniforme scolaire en faveur d'enfants issus des régions de l'intérieur. Ainsi, donc, cette campagne des régions a débuté hier dans la région de Dikil et se poursuivra dans les autres régions. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est associé donc à la campagne en prenant en charge entièrement et à titre personnel les uniformes des élèves de l'école Nassib, une école accueillant les enfants des foyers sinistrés dans les incendies de Balbala qui ont été relogés dans la cité Nassib, construite par la fondation IOG Droit au logement. La première dame de Djibouti et la présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïda, pour sa part, offert 900 tenues à des élèves orphelins dans les chefs-lieux des régions. Les comités des parents d'élèves ont exprimé leur entière satisfaction et ont rendu hommage au président de la République, à la première dame et au MENFOP pour cet élan de générosité qui va permettre à des milliers d'enfants défavorisés de pouvoir bénéficier des tenues scolaires à titre gratuit. Les uniformes scolaires sont aujourd'hui une mesure phare dans la politique de transformation de l'école publique qui doit devenir un creuset de l'identité nationale en plus d'être le haut lieu d'instruction et d'éducation des enfants.
Sport à présent, dans le cadre de l'activité sportive, la Fédération djiboutienne de football a organisé la cérémonie de clôture de la formation d'arbitrage à Djibouti qui a débuté le 24 septembre dernier, qui s'est clôturée aujourd'hui au Centre technique national pour les arbitres nationaux de haut niveau par l'expert FIFA Eveille Raphaël, instructeur technique de nationalité camerounaise, et Mohamed Ahmed Gabouni de nationalité djiboutienne hier au Centre technique national. D'autre part, les instructeurs nationaux ainsi donc qui ont participé à ce séminaire sont l'instructrice physique Hasna Abdallah et Abdelrachid, instructeur technique également. Votre désir de réussite de ce cours avec toutes les facilités que vous nous aviez accordées. Évidemment, avant de commencer, nous voulons vous transmettre toutes les salutations du président de la Fédération internationale de football association, j'ai nommé M. Gianni Infantino, et du département de l'arbitrage de la FIFA, qui a mis sur pied ce projet, notamment pour soutenir le développement de l'arbitrage dans les associations de la FIFA. Et si l'attention de chaque parent reste la protection de leur enfant sous tous ses angles, c'est-à-dire veiller à leur développement physique, intellectuel et social, sachez que c'est aussi toute une politique développée par le ministère de la Femme et de la Famille, comme nous allons le voir dans ce magazine. C'est un dossier préparé et commenté par Abdelrahman Mohamed. Promouvoir le développement physique, intellectuel et social de l'enfant dès son plus jeune âge, c'est tout l'objectif de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, initiée par le ministère de la Femme et de la Famille et appuyée par l'UNICEF. C'est à la rentrée scolaire 2009-2010 que les 5 premières structures communautaires de prise en charge de la petite enfance, appelées classes des tout-petits, ont vu le jour. Aujourd'hui, ces chiffres ont été multipliés par 6 pour atteindre 30 garderies, aussi bien à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Pour mener à bien cette mission, le ministère de la Femme et de la Famille a formé tous les éducateurs des garderies afin de les familiariser avec les outils de cadrage de l'enseignement des classes des tout-petits et de s'approprier des programmes des garderies. Ici, à PK12, ce sont quelques 60 enfants issus surtout des familles à faible revenu qui fréquentent cette garderie. Les communautés des quartiers ont été impliquées et les parents sensibilisés à travers l'éducation parentale. Des parents qui ne cachent pas leur satisfaction. ويسرى وبوادرس نكتجريك إسمني سيستجس ولا غريك كلمكي نأنا الليسانه الركاد اللي حفظ الدنيا حفظه نون ما سمك دملا كادو نري لا يمرو بانا وكلي أكلت إمكانك على وكون نو آمن كسونا كادو كلا بمبريسوسو إلا نجاي بريسانا هاي بريسا نجاي بريسا الركاد نجاي بريسا أيوة فايدة ويوضع سكده ما حبيت الجوجل فايدة ويوضع هاي هرب رافع وبرشة وقال ويان الكورة إذا تدعمي هاي بقرن يبقى حبوت اللاعي ها عادي بقولكم قاعد دفاعية. Plus de 1000 enfants âgés de 3 à 5 ans sont aujourd'hui enregistrés dans les garderies communautaires. La particularité de ces garderies, c'est qu'elles représentent une structure d'accueil pour les enfants issus des familles les plus vulnérables de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Elles permettent aux familles démunies d'envoyer leurs enfants dans les garderies gratuitement pour bénéficier d'un apprentissage de base. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille a mis à leur disposition tous les moyens pédagogiques et les fournitures nécessaires pour l'épanouissement de l'enfant. Les bienfaits des garderies sont très significatif sur le développement de l'enfant. Il permet à l'enfant d'entretenir des relations chaleureuses avec les autres, de développer ses habiletés et de stimuler son goût d'apprendre. Pour la responsable de la garderie de PK12, l'avenir de l'enfant commence dans les garderies, parce qu'on les prépare ici pour un bon départ dans la vie. oo loogu ballan qaaday sidii caruuraha gaardariga loo qoran lahaa ay wax u sii baran lahaayeen uga sii aflixi lahaayeen way nagu garab galeen annaguna cabashadaan ula tagnay aad iyo aad baan u hambalyeynaa
gaardariga tayadiisa kale markaan ka warano ilmo kastoo xaafadda fadhiyay wacdigelin baan u samaynay waalidada baraarujin baan samaynay way ka soo qayb galeen iyaguna naguma qoonsan aad iyo aad bay uga soo qayb galeen aad iyo aad baan u hambalyeynaa marwada koobaad hawl kastay hooyadu leedahay iyadaa ku dhex jirta iyadaana ogsoon iyadaana qabata gaardarigana haween ka soo jeeda haweenna ay gacanta ku hayaan marwada koobaadna ay baaqeedii ku bixisay waxaan u bixinay magaciisa gaardari marwo. En plus de garderies, le département expérimente actuellement des crèches communautaires. Pour voir de plus près comment se déroule cette phase pilote, nous nous sommes rendus dans l'une des crèches communautaires, au quartier 4. Une assistante maternelle formée à cette fin s'occupe des enfants. Âgés de 2 ou 3 ans, les tout petits semblent déjà rodés à la vie en groupe. On leur apprend l'alphabet, le coloriage, la discipline positive et à écouter les contes. Témoins du succès, les responsables appellent les parents à profiter de cette expérience. waxaan ayna 2 ans ila 3 ans meesha ku hayna marka dadku waxaan u sheegaynaa dadweynaha wixii wadaniya wax ubadkii ka reebala ilmuhu hadduu sanad yahay ilaa 2 sanadood wax ka reebala uu deerisq doona shaqo tagaya inaan ka reebno intuu daniisa soo dhamaysanay inaan halka ugu hayno. Selon le gouvernement, ce cadre de développement de la petite enfance répond aux besoins de celui-ci, tant sur le plan cognitif et social que sur le plan émotionnel et physique. Tous les moyens sont mis en œuvre pour pérenniser et développer cette approche. Les explications avec Ikram Ahmed, chargé des garderies communautaires. Le ministère s'occupe des garderies communautaires dans toute la ville et dans les régions. En majorité, nous avons 29 garderies communautaires. 15 qui se trouvent à Djibouti-Ville, dans les communes de Boulaos et dans les communes de Balbala, et 14 qui se trouvent dans les régions. Pour les fournitures, nous procurons à tous les éducateurs des fournitures scolaires comme des livres, des cahiers, des stylos, des crayons, tout ce qui peut être fourniture scolaire pour les élèves qui sont dans les garderies. Ce programme s'inscrit dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Le ministère de la Femme et de la Famille travaille ainsi avec tous les départements impliqués dans cette question et notamment le ministère de l'Éducation nationale, car le programme des garderies communautaires est un des éléments prioritaires dans le renforcement de ce droit. Et nous reviendrons bien sûr sur ces sujets dans les éditions de demain pour plus d'éclairage, pour recevoir sur ce plateau un des responsables du ministère de la Femme et de la Famille en charge de ce dossier, c'est-à-dire la politique nationale du développement intégré de la petite enfance. Également dans l'actualité, l'Union pour le développement et la culture, l'UDC, a organisé la cérémonie d'inauguration officielle de sa bibliothèque au sein de son siège situé au Saline Ouest derrière l'UNFD. Cette cérémonie a été marquée par la présence de l'ancien Premier ministre Abdallah Mohamed Kamil, les parlementaires, les représentants des ONG, partenaires de l'UDC et des chefs coutumiers. Cette bibliothèque a été baptisée au nom du défunt Ali Dato Mohamed, diplomate de carrière, membre actif de l'UDC dès son jeune âge, en guise bien sûr de reconnaissance pour tous ses efforts fournis à cette organisation en matière de soutien scolaire et éducatif et particulièrement envers les plus démunis. A été possible grâce à la générosité de nos donateurs. L'achat d'immobilier a été financé en grande partie par M. Abdallah Mohamed Kamil, ici présent pour présider cette cérémonie d'inauguration. Le directeur de l'Institut français à Djibouti, l'attaché religieux à l'ambassade de l'Arabie saoudite à Djibouti, l'association An-Nahl à Bruxelles et l'association des étudiants djiboutiens en France nous ont fait des dons d'ouvrage. J'ai saisi cette occasion pour leur présenter au nom personnel et au nom de tous les membres de l'UDC nos vifs remerciements pour leur soutien. L'association Chimbir Maleko a célébré donc mardi dernier son premier anniversaire à son siège de Cheikh Moussa à Balbala. L'événement a vu donc la participation des responsables de l'association, dont le président Bourale Aden Hersi, du président adjoint Abdurrahman Younis Barré, du secrétaire général et animateur Youssouf Jama' Farah et de la deuxième adjointe du président Madina Ali, des femmes du quartier, de nombreux sages et plusieurs jeunes membres de l'association. Chimbir
Maleko a vu le jour le 25 septembre 2017 et a pour objectif de lutter contre le chômage, la pauvreté et la promotion des quartiers où l'association a installé plusieurs sièges. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie commémorant le premier anniversaire de l'association, dont celle du président adjoint Abdelrahman Youssouf Barré et du secrétaire général donc et animateur Youssouf Diama Farah. Ils ont tour à tour remercié les habitants du quartier et les membres de l'association pour leur soutien et appui tout au long de l'année qui s'est écoulée. Et prenant la parole à son tour, le président de l'association Chimbir Maleko a retracé donc les différentes activités qui ont été donc menées par son association et a félicité les membres pour leur travail et leur abnégation. Il a souligné que plusieurs autres activités sont en cours de réalisation et que tous les moyens ont été mis en place pour la réussite de ces dernières. Il a enfin fait appel à tous les généreux donateurs et sponsors de se manifester donc pour que les activités de l'association soient réalisées dans les meilleurs délais. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors, un puissant séisme, Samatar, a frappé l'île de Sulawesi en Indonésie. Effectivement Ahmed, c'est un séisme de magnitude 7,5 à ce qui a secoué aujourd'hui à l'île de Celeb, au centre de l'Indonésie, a annoncé l'Institut américain, l'UICGS, alors qu'aucune information n'était disponible sur l'éventuelle victime dans l'immédiat. Le tremblement de terre a frappé le centre de l'île à une profondeur de 10 km, quelques heures après un premier secousse plus faible qui a tué au moins une personne dans la même région. Ce séisme est une magnitude la plus importante de la série des violents tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali. L'Indonésie est un archipel, rappelons-le, de 17 000 îles et îlots qui se forment par la convergence de 3 grandes plaques tectoniques, indo-pacifiques, australiennes et eurasiennes, et se trouve sur la ceinture Ahmed du feu du Pacifique et une zone forte d'activité sismique. Site atomique secret, l'Iran rejette le show de Netanyahou à l'ONU. Eh bien oui Ahmed, sa déclaration a fait l'effet d'une bombe depuis la tribune de l'ONU. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran, carte à l'appui, d'abriter un site de stockage atomique. Une accusation rejetée en bloc par l'Iran et une réponse teintée d'ironie de la part de l'ambassadeur iranien aux Nations Unies. Cette attaque a été dénoncée par le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif. Une deuxième attaque, car en avant, Benjamin Netanyahou et Donald Trump sont déjà pris à l'Iran, dénonçant la dictature corrompue au pouvoir selon lui à Téhéran. De leur côté, les Européens ont tenté de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont annoncé, Ahmed, la création d'un système de troc afin de préserver leur commerce avec l'Iran tout en échappant aux sanctions américaines. Et enfin, ce matin, un Boeing 737 a plongé dans le lagon du Pacifique. Tout le monde s'en est sorti indemne. Effectivement, Ahmed, les passagers du vol PX-113 de la compagnie Air Nigeria ont eu la peur de leur vie aujourd'hui. Ils ne pensaient pas avoir le lagon chouk si l'avion de ligne de Boeing 737 à bord duquel se trouvait n'a pas atterri comme d'habitude. Sur la piste, comme vous le voyez sur les images, à Weno, sur une île perdue de Microzini dans le Pacifique, il a raté son atterrissage, a fait un plongeon spectaculaire au milieu du lagon et il a très rapidement commencé à sombrer. Heureusement, tous les passagers et des 36 l'ensemble de l'équipage composé de 11 membres sont sortis bien tous vivants. La presse locale indique que les 47 personnes ont été hospitalisées et ont reçu des soins. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.